Ah, faut que je admette. Allô, allô? Bonjour! Bonjour, ça va bien? Ça va bien? Et toi? Et vous? On se tutoie? On se Oui, tutoie? On fait comment? oh, on peut se tutoyer, y a pas de problème. On peut se tutoyer. OK. Ouais, ouais, Merci. ben oui, Merci ça fait d'avoir plaisir. répondu à mon appel. Alors toi, tu es au Québec actuellement, comme d'habitude. Ouais, Québec, dans le froid de -20 °C. -20 degrés. Waouh, ça fait pas Ouais, chaud ça. ça, c'est ordinaire, ça, pour un hiver. Ça C'est normal. peut, on a eu un hiver doux quand même, mais l'hiver passé, ça allait jusqu'à -35 °C. Des fois, là, quand il fait froid comme ça, là, le plafond il craque, là. C'est comme un Ah peu oui? des coups de fusil dans l'appartement. Oh, ouais. Le plafond craque quand Même il pour fait nous autres, froid. c'est froid. Ah, c'est marrant ça parce que nous, c'est quand il fait chaud que le plafond craque. C'est le Ah, toit, bon, c'est la c'est. tôle du toit qui se détend quand il y a le soleil qui tape dessus à une certaine heure le matin. Donc tu Ouais, vois? ben, c'est les variations de température. C'est que le froid, nous autres, ça contracte, puis Ben, c'est la ça. chaleur, ça dilate. Ben, Ouais. c'est ça, voilà. OK. Donc tu es au Québec, dans ce grand pays magnifique plein de forêts, d'après ce que j'en sais. J'ai jamais mis les pieds, mais ça fait partie de mes projets. C'est un pays qui m'attire Ouais, ben, beaucoup. c'est pas un pays. C'est Il y a pas un plein de pays, c'est monde une qui vont se tirer province. là-dessus. Une province, C'est pardon. une province, c'est ça. Ouais, Il y en a pardon, beaucoup qui pardon. voudraient que ce soit un pays, mais c'est pas encore ça. Ah non, non, mais tu sais, autrefois, un pays en France, c'était juste un petit endroit où les gens parlaient le même patois et avaient un petit peu la même façon de vivre. On disait qu'on était un petit pays. Ouais. C'est pas forcément à la taille d'une nation, un pays. Donc, pour nous, voilà, Ben, selon cette définition-là, ça pourrait être un petit pays ça dans pourrait le être Canada, ça pourrait effectivement. être un petit pays. OK. Et moi, je suis à La Réunion, donc moi, c'est vraiment un tout petit pays. C'est pas non plus un pays-pays, mais c'est une petite communauté, une petite île au fin fond de l'océan Indien. Donc, on est vraiment très loin l'un de l'autre. Et je suis très étonné parce que la connexion a l'air super stable pour le moment. On parle en direct, là, puis ça va très bien. C'est merveilleux. Pourvu que ça dure. J'espère que ça va durer. Je pense que oui. Voilà. Donc, moi, je voulais parler avec toi d'un sujet qui m'a interpellée euh, depuis quelques-unes de mes lectures parce que j'ai lu beaucoup d'auteurs étrangers. J'aime beaucoup toute la littérature. En fait, je ne suis pas très sélective dans mes lectures et je lis un peu tout ce qui me tombe sous la main. Et j'ai lu plein d'auteurs étrangers et plein d'auteurs aussi qui étaient des auteurs étrangers mais qui n'étaient pas traduits, mais qui écrivaient directement en français. Et OK. quand un auteur italien écrit directement en français, il a, même s'il possède bien le français, il y a des tournures de phrases qui viennent de l'italien, il y a des choses qui lui appartiennent à lui en propre et à son petit pays en propre. Et puis, il y a tous les accents aussi qui m'ont interpellée, c'est-à-dire que je travaille avec des jeunes auteurs, enfin jeunes ou plus ou moins jeunes, mais enfin bon, des gens qui me sollicitent pour des accompagnements, des avis, des choses comme ça. Et beaucoup d'entre eux ont un souci quand il s'agit de traduire un accent ou une façon de parler des personnages qui renseignent sur les personnages, évidemment, sur le niveau Mhm. social, sur l'origine ethnique, sur plein de choses, mais dont, selon moi, il ne faut pas abuser non plus, parce qu'il ne faut pas que le lecteur soit là en train de déchiffrer ce que tu as voulu lui dire. Et donc, je voulais un auteur francophone pour me parler de ça, et tu m'as semblé tout à fait indiqué. Parce que je pense que c'est Je ce que tu dois rencontrer de temps en temps. pense que oui, parce que juste au Québec, là, on a beaucoup. On a un accent, puis tu peux l'entendre C'est magnifique. actuellement pendant que je parle. Fait que oui, même tu sais, dans le Québec, il y a beaucoup d'accents. Tu sais, même moi, je viens d'une région qui s'appelle la Beauce, au Québec. Et là, j'habite dans la ville de Québec, la capitale. Et ça arrive souvent que les gens de la capitale trouvent que j'ai l'accent de la région d'où je viens. Fait que c'est pas, tu sais, il n'y a pas seulement un accent en province, là. Il y a les accents des régions aussi. Bien sûr. Un peu comme un exemple classique qu'on pourrait dire aux États-Unis, par exemple, tu sais, il y a l'accent texan, il y a l'accent yankee, il y en a plein de sortes. Même l'Oregon, des fois, on reconnaît quand quelqu'un vient de l'Oregon, il y a un accent particulier que je ne saurais pas nécessairement te décrire, mais
On le sait d'instinct à l'oral, en tout cas. Mhm. Et l'accent texan, il est tellement fort qu'à l'écrit, on peut le faire transparaître dans les mots. Et au Québec aussi, justement, au Québec, à l'oral, on va souvent dire pi, PIS, au lieu de dire et. Ça, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup au Québec. Et c'est pas tout le monde nécessairement qui va mettre ce mot-là dans un dialogue quand il fait parler des Québécois. Il y en a plein qui vont choisir de le mettre, il y en a qui vont choisir de ne pas le mettre, il y en a plein qui vont mettre tous les adverbes de négation, les ne devant ne pas, alors qu'on ne dit jamais ça. Là. Ici, en tout cas, ici au Québec, là, les adverbes de négation, même en France, je pense que c'est rare qu'à l'oral, dans le langage familier, on va dire le ne de négation. Moi, je vais le mettre dans mes textes Ça arrive, uniquement mais quand c'est toujours. quelqu'un de très instruit. Ouais. Ça arrive ça. Moi, si j'ai quelqu'un, un personnage de très instruit comme un docteur, un psychiatre, je vais mettre les notes de négation, même si dans la vraie vie, il ne les mettrait pas, parce que ça montre une forme d'instruction. Ça montre qu'il est un petit peu plus éduqué que la moyenne, ça fait paraître plus intelligent. Si on veut, c'est que je vais le mettre pour. Ça va avoir une utilité. C'est un choix de mettre ce genre de choses-là. Tu disais tantôt qu'il ne faut pas que le lecteur déchiffre ce que les personnages ont à dire. Ouais. Ça m'est arrivé des fois de lire des livres où c'est tellement verbal que je comprenais presque rien, parce que je lis autant en anglais qu'en français, puis il y a des niveaux, là, justement, autant en anglais qu'en français. Et il y a un certain point où ça rend la lecture désagréable. Je pense que le dialogue, on va parler surtout du dialogue parce qu'en narration, Oui, ça arrive moins que ce bien sûr. langage-là est pris. Il y a toujours façon de doser pour qu'on ressente l'accent sans que ça nuise à la lisibilité. Mais c'est sûr que ça reste des choix d'auteur, ça reste des voies littéraires que d'utiliser certains dosages. On parle de Michel Tremblay, par exemple, au Québec. Là. C'est un des auteurs qui a introduit le langage qu'on appelle le joual, le langage montréalais des années 50-60, je pense. Là. Et quand les personnages parlent, c'est très, très coloré. On comprend bien parce que nous autres, en venant du Québec, on est habitués à ce langage-là. Je pense qu'en Europe, ils ont appris à comprendre ça aussi, mais là, je ne veux pas parler pour les autres non plus. Mais lui a choisi volontairement d'avoir une langue très colorée dans ses livres. Au Québec, il est célèbre pour ça. C'est lui qui a introduit ça. Moi, je pense que c'est une question de dosage. Quand je fais parler mes personnages, s'il y en a qui ont des langues très colorées, je vais mettre justement des élisions. C'est pas correct. C apostrophe, Mm. PAS, Mm. correct. Des fois, je vais leur mettre un certain vocabulaire québécois. C'est très rare que je vais mettre un français dit international quand mes personnages vont parler. Ça va peut-être plus arriver quand je fais des romans de fantasy qui ne sont Oui, pas parce que du coup, localisés là, au Québec. le Québec a plus de prise sur ton univers, là, sur la fantaisie. Donc, Ouais. Mais il reste que on prend comme des livres comme Game of Thrones, par exemple, mm. A Song of Ice and Fire. Les personnages, ils vont dire fuck à tout bout de champ. Et c'est pas cohérent, entre guillemets, avec un univers de fantasy médiévale. C'est vraiment un univers inventé par l'auteur. Mm. Puis lui, il va avoir inséré là-dedans un langage familier qu'on voit de nos jours, qu'on ne verrait pas à cette époque-là, puis ça marche. Ce n'est pas non plus une obligation que d'utiliser un français international pour des romans de l'imaginaire qui se passe ailleurs que dans notre monde réel. C'est juste que ça prend une maîtrise de la langue incroyable pour réussir à faire passer quelque chose comme ça. Puis je pense que George R.R. Martin, il l'a. Là. Mais bon, c'est sujet à débat, ce genre de choses-là. Ça se fait de plus en plus dans d'autres domaines même. Moi, je vois de plus en plus, par exemple, des séries historiques, pour ne citer que Netflix, où en fait les musiques sont des musiques extrêmement modernes. En Ouais. fait, tu vois des gens dans des salons en train de danser en crinoline, etc. Et tu as une musique de boîte de nuit derrière. Et la première fois, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et qu'est-ce qu'ils me font là? Il y a un truc, ça a maillé, il y a deux trucs en même temps. Et je l'ai vu plusieurs fois dans plusieurs séries, à tel point qu'il y en a même qui m'ont dérangé. J'ai dit, mais c'est pas possible, je peux pas suivre ça. Un truc qui se passait dans les années 20, dans un univers en ville, très club de jazz, etc. Et il y avait de la musique clairement actuelle, à peine un peu teintée, mais vraiment, c'était extrêmement choquant. Et je me demandais pourquoi
parce que c'est un choix, parce qu'on fait des choix quand même, hein, c'est ça qui est amusant. Hein. Donc je me demandais quel était le choix de base de l'auteur, du réalisateur, de la personne qui avait conçu vraiment la série, ou de l'équipe de la personne, c'est plutôt des équipes, de mettre ça. Si c'était vraiment parce que c'était destiné à des jeunes, donc on estime que les jeunes, ben, ils connaissent rien d'autre que leur univers, donc on leur propose pas autre chose, comme ça on est tranquille. Ou est-ce qu'il y avait vraiment un choix esthétique fort derrière? Je me suis posé la question, j'ai pas trouvé la réponse. Ben, l'exemple que je pourrais soulever par rapport à ça, ça serait Marie-Antoinette de Coppola. Oui, Je ne sais pas si tu l'as vu, ouais. Je pense que je ne me souviens plus de la musique nécessairement qui est dans ce film-là, mais on va beaucoup présenter le personnage de Marie-Antoinette comme étant très contemporain. Tu sais, elle aime ça faire du shopping, ouais. elle aime ça, la mode, tout ça. Et je pense que de le présenter sous cette facette-là, ça fait en sorte que l'auditeur, le téléspectateur moderne va pouvoir s'identifier plus à elle et comprendre que finalement, c'est juste quelqu'un qui a été entraîné dans cette situation-là, qui s'est fait couper la tête au final. Je ne suis pas en train de voler un punch, on le sait. Oui, ouais, c'est ça. Mais, c'est ça, je pense que c'est pour créer une connexion parce que c'est être détaché du peuple, mais d'un autre côté, on peut se dire que si moi j'avais été projeté dans cette situation-là, j'aurais peut-être agi de la même façon parce que je ne sais pas ce qui se passe en dehors des murs de Versailles. Fait que de créer une Marie-Antoinette avec un aura moderne comme ça, je pense que ça aide à créer un sentiment d'attachement. Que si ça avait été juste historique, campé dans le rôle strictement historique avec un environnement strictement historique, ça aurait peut-être eu moins cet effet-là. Ça a déjà Et été de fait notre aussi, surtout. côté, Ça a déjà comment? été fait, surtout. Marie-Antoinette, c'est un personnage qui a été beaucoup portraituré Ouais, par tous les arts. Donc, si tu veux refaire encore un Marie-Antoinette, tu as intérêt à trouver une façon originale de l'aborder. C'est exact. un petit peu C'est compliqué. peut-être ça la raison C'est aussi, peut-être vu ça la qu'il seule y a raison. trop Ouais. d'œuvres antérieures. Ouais, vu Ouais. qu'il y a trop d'œuvres antérieures en tant que réalisateur, réalisatrice, il faut se démarquer d'une façon ou d'une autre. Et c'est peut-être ça qui justifie la musique moderne dans les séries télé que tu as écoutées, justement, parce que des séries d'époque, il y en a beaucoup. Euh, Là, on se pose la question quand on écrit une nouvelle, c'est qu'est-ce que je ferais pour me démarquer? C'est peut-être justement d'apporter des éléments modernes. Je ne sais pas, je ne les ai pas écoutées, ces séries-là, c'est que je ne peux pas nécessairement me prononcer là-dessus, mais c'est ce qui me viendra en tête en premier. C'est de faire l'espace de création, autant à la télévision que dans un livre. Faut prendre des risques, je pense. Parce que si on ne prend pas de risques, ben, on va juste recréer encore ce qui existe depuis des, des siècles et des siècles. C'est ça, on va Des fois, la refaire. prise de risque, souvent ça marche, puis souvent ça ne marche pas non plus. On ne sait pas, mais il faut essayer des choses. Puis je pense que dans le langage, ça revient un peu à ça. Des fois, la première série que j'ai écrite, qui s'appelle Allegracia, qui est de la fantasy, si on peut dire classique, là, c'est une saga qui se passe sur plusieurs années. J'ai un personnage là-dedans. Je pense que les gens s'expriment en français, j'aime pas ça dire ça, mais en français standard, dans un sens. Je n'avais pas conscience justement des différents niveaux de langue, des régions de langue, mais j'ai choisi qu'un des personnages parle avec un accent du Québec, de la Beauce. Et pourquoi? Justement parce que je voulais montrer qu'il vient d'une région éloignée. Et ça lui donnait une couleur assez particulière. Je sais que la Beauce n'existe pas nécessairement dans, dans cet univers-là. Mais je me fiais au fait que ça arrive des fois, encore une fois, comme dans, par exemple, Game of Thrones, il y a des personnages qui ont un accent très britannique. Il y en a qui ont un accent australien pour montrer qu'ils viennent De loin, d'une contrée d'ailleurs. lointaine. Ouais. Il y en a quelques-uns qui ont un accent américain aussi. Puis ça marche, c'est pour montrer différentes régions. On utilise des accents qui existent dans la vraie vie. Et je pense que ça marche aussi dans mon univers de fantasy. Tu sais, si je prenais un accent d'une région que je connais et que mon lecteur moyen vient du Québec, parce que bon, les livres québécois, les éditeurs je pense qu'il y a encore du mal aujourd'hui à les faire sortir de la province, là, sauf quelques exceptions, mais je savais que mon lecteur moyen serait au Québec. Pour moi, ça fonctionnait. Là, mais c'est sûr que ce n'est pas moi de juger ça. Moi, c'est le pari que j'ai fait en mettant un personnage avec un accent très local. Mais bon, ça me tentait de le faire. Ça a marché? Ben, je sais pas. Je sais Je veux pas. dire, cette série-là a quand même bien Personne t'en a vendu. parlé, Là. tu n'as pas eu de retour là-dessus. Personne t'a dit
quoi que ce soit? Ben, non, pas vraiment. J'ai eu des retours sur le livre. C'est des critiques autant positives que négatives. C'est normal qu'on en récolte des deux. Puis sur le niveau de langue, puis des livres en France, on a vendu quand même pas mal. Quand on l'a sorti en numérique en 2015, on avait mis un prix assez agressif là, pour la série. Le premier tome, il était à 99 sous ou 99 centimes. Et les autres étaient à 4,99, je pense. Et on a vendu pas loin de 2000 là, en numérique en France seulement en Ouais. quelques mois. Et le retour était bon. Personne jugeait le parler de ce personnage-là. Et même les expressions, le vocabulaire dans la narration demeure québécoise dans ce livre-là. Les personnages, ils ne vont pas prendre un petit déj, un déj et un dîner. Ils vont prendre un déjeuner, un dîner, un souper. Ça, c'est Un au Québec, souper? nos repas, D'accord. ça marche comme ça. Et j'ai failli le faire rééditer à une maison d'édition qui voulait changer ça pour avoir un français. Pour cette maison d'édition-là, c'était un français international, mais ce qu'ils voulaient, c'était copier les expressions de la France. Parce que des fois que le livre, on l'adapte en France. Des fois qu'on en sorte une version française. Mais là, j'ai dit, tu comprends là, que notre livre, là, il va être lu par 95 de Québécois. Puis là, tu veux qu'on prenne des mots, parce que ce n'est pas les mots standards, là, ça, c'est les mots de la France. C'est une autre région. Là. Qu'on publie un livre au Québec avec des mots d'une autre région, juste parce que je trouvais que cette attitude-là, c'était un peu une attitude de coloniser. Là. Oui, oui, ah oui, je comprends ce que tu veux dire, oui. Ouais. Je n'aimais pas bien ça, puis je n'ai pas voulu faire cette édition-là à cause de toutes ces demandes-là sur le plan linguistique. Moi, c'était important que le personnage déjeune, il dîne, puis ça. Puis ça, c'est juste un exemple. Là. Il y a plein d'autres exemples dans le livre d'expressions qui voulaient changer et que c'était des expressions typiquement françaises de la France et à la limite parisienne. Ça marchait pas, là. Ça marchait pas. Je suis un auteur du Québec, puis mon livre, il est québécois. Peut-être qu'un jour, on va le traduire pour X région, mais ça va rester une traduction de certaines expressions quand même. Mais mon édition principale va rester l'édition québécoise. D'accord. Est-ce que ça t'arrive de mettre une petite astérisque et de mettre une petite note en bas de page pour expliquer quelque chose ou... Jamais. À moins que, ben, je ne suis pas un fan des notes de bas de page. Moi, je m'arrange toujours pour que le contexte, si c'est un mot compliqué ou si c'est un mot régionaliste, je m'arrange pour qu'on le devine par le contexte. Puis je pense que c'est une bonne pratique parce que souvent, les notes de bas de page, ça va nous sortir de l'intrigue. Parce qu'on tombe, même dans l'écriture, on essaye de s'arranger pour qu'on soit toujours dans l'action. Ben Et quand le personnage s'arrête pour réfléchir, pour donner une explication, c'est une pause dans le récit. Et souvent, on décroche quand c'est trop long, ces choses-là. Et je pense qu'une note de bas de page, c'est une pause dans le récit. Donc, que j'essaye d'éviter le plus possible. Il y a toujours le dictionnaire qui est là pour nous aider quand c'est un mot compliqué. Puis, tu sais, pas juste un dictionnaire, souvent, là, on a tout dans notre poche, là, on a ça aujourd'hui. Il oui, n'y a plus oui. grand monde qui ne l'ont pas. Là. Et quand c'est un mot qui est compliqué, ça prend 2 secondes. Là, on le tape dans Google, puis la première chose qui sort, c'est Wikitionnaire ou Wikipédia qui va nous expliquer immédiatement c'est quoi le mot. Il n'y a pas de raison vraiment de mettre une définition d'un mot en note de bas de page. Et si c'est un québécisme, si c'est un régionalisme, ben, même en le tapant dans Google, on l'a la définition quand même. Non, c'est pas mon genre de faire ça du tout. Autant qu'on dit aux gens, ben, cherchez dans le dictionnaire. Si c'est un régionaliste, on peut faire une recherche, même s'il n'y a pas dans le dictionnaire, on peut la faire ailleurs. Mhm. Je pense que le lecteur a une responsabilité d'aller s'informer s'il rencontre un mot qu'il ne comprend pas. Et l'auteur a une part de responsabilité de le contextualiser. Si le mot est vraiment là, marginal, Ouais. peu connu des lecteurs, ben, il y a une façon de le mettre dans un emballage qui fait en sorte que le lecteur va deviner c'est quoi. Là. Mhm. Tout à fait. Et toi, tu t'y prends comment pour doser, du coup, tu le fais pas, tu le fais d'instinct, tu réfléchis pas particulièrement à ça? Quand tu écris des dialogues, tu n'as pas J'y besoin de... réfléchis, c'est sûr. Dans le roman que je vais publier dans le mois de mars, il y a une partie de l'histoire qui se passe au Mexique où il y a certains mots en espagnol que je ne traduis pas. OK? Ça va arriver, je pense, à 2, 3 reprises que ça va être traduit,
mais c'est dans la narration. Oui. Tu sais, je vais m'arranger pour que ça passe. Par contre, juste avec la ressemblance des mots en français, le lecteur, je pense qu'il peut deviner ce que le personnage dit, mais ce n'est pas des phrases longues, c'est juste quelques mots en espagnol. Mais ça arrive souvent que le contexte permette de le deviner quand même. Mettons, par exemple, il y a un personnage qui dit Kalate, ça veut dire la ferme. Ben, après ça, je vais dire, OK, le personnage arrête de parler. Je vais le dire d'une façon qu'on comprend que c'est ça qui vient de se faire dire. Il y a aussi beaucoup de personnages qui vont discuter en anglais. Et là, je vais faire confiance à mon lecteur pour qu'il sache l'anglais à certains endroits, mais c'est quelques répliques. Si le lecteur ne comprend rien, il ne perdra pas le fil de l'histoire quand même. Les bouts en anglais importants qui sont dits par des personnages, quand ils sont importants, je les contextualise ou je les fais traduire par les personnages, mais quand c'est moins important, justement pour garder la couleur du dialogue, ceux qui connaissent l'anglais vont avoir un bonus. C'est jamais des phrases compliquées. C'est How are you? How are you? Même si tu ne connais pas l'anglais, tu sais c'est quoi ça veut dire. Fait que ça s'éloigne jamais vraiment. Même un Français comprend ça. C'est ça s'éloigne jamais des phrases très simples. C'est un personnage qui parle à un enfant de 8 ans qui sait qu'il est francophone, mais l'enfant de 8 ans a des cours d'anglais. Moi, j'ai une fille de 9 ans et je sais quelle phrase elle comprendrait, quelle phrase elle ne comprendrait pas. Le personnage va y dire des phrases qu'un enfant de 9 ans comprendrait. Ça se peut que des gens ne connaissent pas l'anglais, pas en tout, et qui passent à côté de quelques phrases dans le livre, mais je les ai gardées quand même. Il y a même des personnages qui sont mexicains, qui parlent en anglais avec un gros accent du Mexique. Ils vont dire, mettons, par exemple, if you move, I kill you. Je vais mettre le kill -a, you. Ça, je vais garder ça dans le livre. On comprend, je pense qu'on comprend quand même parce que ça reste un langage simple et si on ne comprend pas, on le contextualise. Pour les personnages en français, dans le livre, justement, j'ai un Français qui vient de la France. Puis bon, certains Français me diraient que je le caricaturise peut-être un peu parce qu'il va souvent dire, par exemple, du coup, putain, des affaires comme ça. Mais je l'entends souvent quand je parle avec des Français, c'est que c'est correct aussi, mais d'un autre côté, j'aime pas ça quand les Français nous caricaturisent en nous mettant des sacs n'importe où, en disant tabarnak, dans une situation où ça n'a pas de sens de mettre. C'est ça. Mais bon, c'est ça. Écoute, on va se faire le coup des deux côtés. Hein. Puis, sinon, j'ai des personnages qui ont un franc-parler très québécois. Mais je sais que ce livre-là va être lu par des Québécois, c'est que là, je suis capable d'en mettre. Mais je ne me suis pas posé la question, si mon livre va être exporté, est-ce que les gens vont comprendre ce personnage-là? Ça, je ne me pose même pas la question parce que moi, mon but premier, c'est d'être authentique dans mon écriture. Oui. Et je sais que je n'atteins pas des niveaux où mes dialogues sont complètement incompréhensibles. Ça va vraiment être une couleur. C'est que ça ne m'inquiète pas vraiment quand je fais parler des personnages en dialogue. Et par contre, même en narration, moi, je vais me permettre des expressions québécoises. Je ne vais pas mettre des élisions. Mettons, c'est pas correct. C'est apostrophe pas, là, ça, je ne mettrai pas ça en narration, jamais. Mais il reste que je vais mettre des québécismes beaucoup dans, mettons, exemple, si je dis que Daniel pense que tout ça, c'est vraiment du niaisage. Oui, ça, je le garderai en narration. Mais ça, tout le monde comprend. Du niaisage. Du niaisage, je pense que ça vient du Québec pas mal. C'est-tu. Ah oui, tout à fait. Ça, je pense que. OK, ouais, ben, c'est ça. Je me dirais pas, un Français ne comprendra pas ça. Non, non, ça, je pense même pas à ça. Puis, je vais me permettre qu'il y ait quelques dérapages familiers si ça. En tout cas, si ça marche dans ma narration. Je sais que mon éditeur, des fois, il dit ouais, c'est un petit peu trop familier pour la narration. Là, des fois, je vais m'ostiner. Je vais m'ostiner un peu avec. Mais souvent, ça passe. Des fois, je vais l'écouter puis je vais enlever certaines expressions quand c'est trop. Là. Mais la plupart du temps, on va les garder quand même. Puis si le livre est exporté, le livre il est exporté en France parce que les livres, moi je publie mes livres aux éditions ADA et les livres vont sortir en premier au Québec en version papier. Ils sortent à l'international en numérique dès la sortie du livre papier. Et en Europe, il va sortir 3 mois plus tard. Il ne sera pas nécessairement distribué massivement,
dans les librairies, mais il va toujours être disponible en livraison à la FNAC. D'accord. Il va être disponible à la Librairie du Québec à Paris et certains endroits là, bien choisis. Même, je pense que mes derniers livres, il y avait une librairie en Belgique, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom, là, mais c'est un peu comme l'équivalent de la FNAC en Belgique, là, mais il était disponible là, sur les D'accord. tablettes là-bas. Là. D'accord. C'est ça. Mais bon, ça ne m'inquiète pas. Ben, il n'y a pas de C'est pas raison que quelque ça chose qui t'inquiète. m'inquiète Mais vraiment. tu sais, le Québec est bien connu hein, par le monde francophone, de toute façon, je pense, hein, à part qu'on dit pays au lieu de dire province. Et par exemple, moi, du fin fond de l'océan Indien, j'ai commencé à entendre quelque chose dans la bouche de mon fils qui a 23 ans il y a peu de temps. Maintenant, il me dit plus, mais t'inquiète, je déconne. Il me dit, t'inquiète, c'est un joke. Je te Ah jure que ouais, c'est quand même. vrai. Ah, À force de c'est le regarder fun, des ça. trucs sur YouTube, des machins, des trucs, il y a tellement de choses qui arrivent dans tous les sens que ça rentre dans les jeunes, ils partent, ils s'en foutent. Ils voient ça, ils Ouais. comprennent, c'est nouveau, ils attrapent le truc et ils se l'approprient. Donc, Ouais. bon, bah, tant mieux, quoi. Si ça me. Ben, je pense que c'est une bonne chose pour vrai parce que maintenant, avec l'arrivée de l'Internet, justement, il y a de plus en plus d'échanges, comme exactement ce qu'on est en train de faire là, C'est ça, c'est ça. qui arrivent dans les milieux francophones. Si, mettons, on recule de 20 ans, il y avait beaucoup de clivages. Là. Tu sais, je pense que dans les écoles, il devait dire de ne pas écrire de telle manière si tu veux que ton livre soit publié tout court, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de liberté sur le plan langagier pour faire des livres. Et Ouais. justement, que les frontières s'estompent, moi, je trouve ça vraiment super. Et moi, je ne crois pas qu'il y a une, une version de la langue française qui est nécessairement meilleure qu'une autre. Tu sais, je vais comme reconnaître les couleurs de différents C'est ça. langages, au même titre Ouais, qu'en ouais. anglais, il n'y a pas nécessairement de hiérarchie entre les anglais. Tu sais, c'est sûr que l'anglais américain semble dominer parce que souvent, c'est une proportion de la population qui fait qu'un accent ou un type de langue va être dominant. Tu sais, Non, mettons, si on parle du. c'est les médias mainstream qui font ça, c'est tout. C'est parce que tu entends toujours Ouais, les accents des présentateurs, des chaînes d'infos et ces trucs-là. C'est ça qui fait la ben, loi un il y a petit quelqu'un peu, qui m'avait mais dit. c'est artificiel. C'est ça, ben, quelqu'un m'avait dit un jour, puis ça, j'ai retenu ça, je trouvais ça super intéressant, qui disait que le portugais officiel, tu sais, qu'on considère comme standard, aujourd'hui, c'est le portugais du Brésil, parce Oui, qu'il y a plus de population au Brésil qu'au bah oui, Portugal. bah oui. Alors que au Québec, souvent, on a cette espèce de mentalité un peu colonisée. Il y a beaucoup de monde qui pense que le français officiel et le français correct, c'est le français de la France. Parce que notre français vient de là, évidemment, mais c'est parce qu'il y a 10 fois plus de locuteurs en France qu'au Québec. Non, pas 10 peut-être, là, mais je ne me rappelle même plus combien on est de population au Québec. En tout cas, Combien vous êtes au c'est beaucoup Québec? Ben, j'en plus. sais rien, moi, beaucoup Ouais, plus. Vous ouais, êtes quelle ben, personne? c'est ça, c'est Mais la 3 francophonie, c'est millions, vaste, hein. On parle français Oui, ben oui. on parle français en Afrique, on parle français en Guyane, en Amérique du Sud. En fait, sur tous les continents, hein, il y a des gens qui parlent français. La francophonie, c'est Absolument. un énorme fourre-tout avec des gens de partout. Et le français, ils n'arrêtent pas de se plaindre, les académiciens et les tenants de la langue pure, machin, etc. Mais la langue pure, ça n'existe pas déjà, ça n'a jamais existé. Une langue, c'est un gros machin de brassage et de métissage, sinon ça ne fonctionne pas. Et le français n'a jamais été aussi vivant que maintenant, parce il est parlé partout sur la planète, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et il évolue en permanence. Il continue à Mm. s'enrichir, à prendre des mots à l'extérieur, à les transformer. Il recycle en permanence un tas de choses, donc le français se porte très très bien, il n'y a pas de problème. Je pense aussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de puristes de la langue, puis tu sais qu'il y en a au Québec, qu'il y en a ailleurs aussi. Vous en avez Et aussi? oh oui, il y en a plein. Ben, comme je disais tantôt, il y en a plein qui ont comme un sentiment d'infériorité puis qui ont de l'insécurité linguistique. Tu sais, l'insécurité linguistique au Québec, là, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Ça, je l'ai appris quand j'ai fait des cours de linguistique, Parce justement. que Là. vous êtes cerné On par peut le voir. parce que vous êtes cerné par les anglophones? Ben, cerné par les anglophones, mais c'est comme si les gens étaient gênés de s'exprimer dans leur langue. Puis l'exemple qu'on a vu dans nos cours de linguistique, que je trouvais vraiment fascinant, là, c'est que quand on voit, par exemple, un Français de France se faire interviewer pour la télé,
OK, exemple, un bulletin de nouvelles. Là. Alors, qu'est-ce que vous croyez de cette chose? Puis là, la personne qui va interviewer va s'exprimer de long en large sur ce qu'il pense, puis il n'y a pas de problème. Alors qu'au Québec, souvent, c'est comme un peu symptomatique. Là, les gens, quand ils s'adressent au micro, ils vont beaucoup hésiter à parler. Ils vont hésiter, ils vont prendre beaucoup de pauses pour choisir leurs mots parce qu'ils n'osent pas s'exprimer dans leur langage naturel à la télé, comme si ce n'était pas correct. Ce n'était pas un français correct. Alors que moi, je trouve que c'est bien correct. Tu sais, parle comme tu veux, là, les gens vont te comprendre. Ouais. Mais c'est ça, dans le fond, le Ce que tu sentiment appelais tout à d'insécurité l'heure un linguistique, c'est réflexe de coloniser. ben, ouais, un petit peu. Je trouve ça plate qu'on ait ça au Québec. C'est quand même assez répandu, ce phénomène d'insécurité-là. Puis on le ressent justement dans plein de. Il y a beaucoup de linguistes, là, je ne les nommerai pas, là, mais qui vont, par exemple, avoir une page sur les réseaux sociaux et dire là, il ne faut pas dire telle expression, il faut dire celle-là, qui est vraiment correcte dans cette situation-là. Puis ils vont comme criminaliser une expression qu'on dit au Québec. Par exemple, dites pas mitaine. Le vrai mot, c'est moufle. Personne du jour au lendemain va arrêter de dire mitaine. Là. Ça n'a pas de bon sens de dire des affaires de même. Puis je pense que ça fait juste accentuer l'insécurité linguistique qu'on a déjà en masse. Fait qu'on n'a pas besoin de mettre un coup de couteau par-dessus là, en Ben oui, mettant c'est des ça. chroniques de comment bien parler. Tu sais. Le Robert, là, c'est pas descendu du ciel par Dieu. Par Dieu le Père, là, ça a été écrit par des humains qui ont une opinion sur la langue ben arrêtée. Puis oui, on en prend et on en laisse, comme dans n'importe quel ouvrage de référence. C'est des humains qui sont derrière ça. C'est pas quelque chose de sain. Là, ça me fait capoter un peu des fois, là, ceux-là qui pensent que c'est une Ouais. Bible, en tout cas. On pourra en parler longtemps de ça. On peut parler Mais c'est longtemps ça. de ça. Ouais, C'est, ouais, ouais. ouais, puis quand on fait un cours de linguistique, je trouve que c'est une façon justement de s'éloigner de ce purisme-là. Moi, je pensais qu'en suivant des cours de linguistique, c'est comme ça qu'on devenait puriste. Mais c'est un peu l'inverse. Non, c'est le C'est en contraire, suivant des parce que cours de linguistique, les c'est ça. grands linguistes, ils sont très ouverts sur tous les accents, les parlers régionaux. Ils vont chercher Ouais, tout le temps les mots partout avec les origines des trucs. Ils sont très contents quand ils trouvent un tout petit bout de quelque chose qui vient de telle région, machin et tout. L'étude de la langue, c'est l'étude de l'humanité. Hein. Tu peux pas, et puis tu peux pas couper en deux et dire ah ben ça c'est bon, ça c'est pas bon, c'est pas possible. C'est une telle richesse. Tu prends un gars comme nous, on a un gars qui est mort. Je dis un gars, pardon, un monsieur, un très grand monsieur qui s'appelle Alain Rey, que tu connais peut-être, dont tu as peut-être entendu parler, qui était notre monsieur langue française en France, qui est mort, qui est parti l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans peut-être, et qui était un vieux monsieur plein de verve et de fantaisie, et qui pouvait parler pendant des heures d'un mot de la langue française, et tu avais des étoiles plein les yeux parce que c'était un puits de science et il racontait très bien les histoires. Il aurait pu faire un romancier sans aucun problème. Et lui était fan des accents, et ils ont monté, il y a une communauté de linguistes qui existe, dont je ne me souviens plus le nom, un club un peu ouvert, de gens qui vont à la recherche des parlers régionaux et enregistrer les accents dans les régions pour faire des banques de données pour conserver ça avant que ça se perde. Parce que ça fait partie de l'histoire de la langue. Donc ben c'est oui. le contraire, il s'agit pas de mettre de côté tout ce qui n'est pas dans la norme, il s'agit de tout ramener parce que tout est normal en fait. La norme, elle n'existe pas, puisque tout est normal en fait. Tout à sa place. Ben, il y a une norme, tu sais, il y a une distinction à faire entre l'usage et la norme. Ça, c'est sûr. Je vais reprendre ce que mon prof de linguistique disait, justement, en disant que la norme, c'est un peu comme une cravate. Si on fait, si on fait, mettons, on s'adresse, on fait un colloque universitaire, OK? Et on met sa cravate tout croche, ben, tout le monde va regarder notre cravate. Puis ce qu'on dit durant le colloque universitaire va passer un peu dans le beurre. Alors que si on est bien cravaté, ben, c'est notre discours qui va être écouté sans aucune distraction. Moi, c'est ça que je pense. C'est comme ça que je vois la norme, dans le fond. Il y a des situations où tu n'as pas à parler familier. Il faut que tu aies un langage correct. Si tu es en train de faire un discours, si tu es en train de faire un bulletin télévisuel, des nouvelles en prime time au soir, il faudra que tu aies un langage très. C'est normal, c'est ton travail. Là. Alors qu'il y a plein d'autres situations où le langage familier devrait être valorisé, à la limite. C'est ça, c'est une question de contexte.
Avec la norme, il y en a une norme. Il y a un français, si tu dis n'importe quoi dans un discours, personne ne va te comprendre. Alors, il faut que tu respectes la norme pour que ton message passe, pour que justement que tu ne distrais pas ton auditoire. Ça dépend à qui tu t'adresses. C'est exactement, ça dépend d'une question de situation, une question d'auditeur. C'est sûr que là, on jase entre nous deux. Je ne ferai pas exprès pour avoir des expressions super régionales, je veux que tu me comprennes. Oui. Que je fais des choix inconsciemment, mais j'essaye de justement pas m'arrêter pour montrer une insécurité linguistique. C'est ça le défi qu'on a au Québec tout le temps, là. Parce que je sais que cette entrevue-là va être vue probablement majoritairement par des personnes qui ne sont pas nécessairement au Québec. C'est sûr que je vais probablement la publiciser quand même sur ma page Facebook. C'est que oui, il va y en avoir du Québec qui vont venir voir. Mais je vais me faire comprendre quand même par tout le monde. Il reste quand je suis avec mes chums autour d'une bière, ben, je ne parlerai pas comme on se parle maintenant. C'est Voilà, faut autant que parler. quand je suis avec d'autres, quand je suis en rencontre avec mon professeur de littérature, je vais parler d'une autre manière. Puis ça, c'est vrai autant dans la vraie vie que c'est vrai dans les livres. Un Ouais. personnage ne va pas seulement avoir une façon de parler dans tout le livre. Il va parler d'une façon avec son amoureux, il va parler d'une façon avec ses beaux-parents, il va parler d'une façon avec son professeur, il va parler d'une façon avec son curé. Oui. Euh, C'est intéressant ce c'est que tu ça, dis ça, là. c'est Oui, ça. ça c'est très intéressant aussi. C'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. Il y a beaucoup d'auteurs Mm, débutants qui ont tendance justement à caractériser un personnage en lui donnant quelques traits de langage qu'on est censé pouvoir reconnaître. Alors, c'est complètement crétin, mais bon, qu'on est censé pouvoir reconnaître immédiatement dès qu'il ouvre la bouche. On sait que c'est lui qui parle. Bon, en général, c'est pas tout à fait comme ça quand même, mais qui oublie qu'on a justement plusieurs niveaux de langage et plusieurs types de vocabulaire et même des attaques de phrases qui ne sont pas les mêmes en fonction de à qui on parle. Et ça, c'est ouais. très important, ouais. On n'est pas toujours pareil, on n'en parle pas toujours de la même manière à tout le monde, oui, absolument. On va souvent avoir plusieurs, je ne sais pas comment dire ça, personnalités, selon à qui on s'adresse. C'est non seulement dans le langage, c'est dans notre manière d'agir qu'on va agir différemment devant X personnes ou Y personnes. Je pense que c'est très vrai dans la vie. Là. Je ne pense pas que quelqu'un a comme une personnalité qui va comme peinturer partout là, de la même manière devant chaque personne. Je pense en tant qu'humain, on va toujours mesurer chaque situation dans laquelle on se retrouve. Et dans les livres, je pense que c'est la même chose de notre personnage. Je peux très bien imaginer quelqu'un mettons, quelqu'un qui est dans la rue, par exemple, qui va parler avec ses confrères dans la rue, qui va s'exprimer d'une certaine manière avec beaucoup de, entre guillemets, du slang, là, du road talk. Là. Et là, mettons, il fait une entrevue pour avoir un emploi. Puis, il veut se trouver un appartement, il veut un emploi. Ben, dans son entrevue d'emploi, je l'imagine très bien beaucoup hésiter, chercher ses mots parce qu'il veut bien paraître auprès de la personne qui va l'employer. C'est qu'il ne s'exprimera pas de la même manière que quand il est dans la rue, par exemple, dans une autre situation. Puis je pense que là, j'ai pris deux extrêmes, là, mais n'importe qui, justement, je peux imaginer plein de situations. Là, c'est juste comment faire pour que le lecteur il trouve ça naturel de voir le personnage s'exprimer différemment. Je pense que si justement le niveau de langue est crédible, la situation est crédible, ça va passer. C'est pas quelque chose. Je pense que j'essaie de le faire de naturellement dans mes livres. Je ne vais pas me dire, hey, là, c'est vrai, il faut qu'il change de personnalité vu qu'il est avec telle autre personne, puis je vais utiliser tel niveau de langue. Ce pas des questions que je me pose. Là. Dans sa fiche de personnage, je vais comme avoir une entrée qui va décrire la façon de parler du personnage, puis je vais mettre des exemples de répliques qui diraient. Là, je vais arriver dans une situation de dialogue, je vais comme aller me référer à cette fiche-là pour voir, j'ai utilisé les notes de négation, est-ce qu'il fait beaucoup d'élision, et quel genre de vocabulaire il va utiliser. Je vais le faire parler d'une telle manière, mais souvent, son langage va changer au fur et à mesure que j'avance dans le livre parce que je découvre le personnage au fur et à mesure que j'avance. Mhm. Et souvent, je vais revenir dans ma réécriture au début du livre et dire, ça ressemble plus à ce que j'ai fait à la fin. Et puis, c'est pas Je ça, vais ouais, c'est ça. réécrire les dialogues. Ça, je vais réécrire ces dialogues pour m'aligner avec ce que j'ai fait avec le personnage, pour m'aligner avec comment il a évolué au fur et à mesure que j'ai écrit. D'accord. Il y a beaucoup de dialogues dans tes livres que je ne connais pas. Je suis désolée, je t'ai pas lu. Je pense que oui. Il n'y a pas beaucoup de livres où j'exploite peu le dialogue parce que mes livres, moi, j'aime ça être dans l'action.
Mhm. C'est que je vais beaucoup, beaucoup décrire ce qui se passe maintenant. C'est très visuel, c'est très. En fait, je fais appel à tous les sens. C'est rare que je vais me perdre dans des digressions de 3-4 pages qui vont parler du passé du personnage. Je vais toujours essayer de faire passer ça dans l'action. Et pour moi, le dialogue, c'est une façon de faire découvrir le personnage par son langage. C'est une façon d'être dans le présent, d'être dans l'action, justement, parce que du dialogue, c'est du direct. C'est caméra sur l'épaule, on voit ce qui se passe. Je vais rythmer ça avec du dialogue indirect aussi, mais la plupart du temps, quand j'ai le choix, là, je vais choisir de mettre du dialogue direct. Là, à moins que ce soit vraiment quelque chose qu'on puisse passer par-dessous pour faire une ellipse. Là, quand si je juge que, mettons, un échange ne serait pas intéressant, passe-moi le sel, passe-moi le sucre. Là. Des fois, on n'a pas besoin de voir ça en direct. Là. Je ne mettrai pas ça, là, mais je vais toujours choisir les répliques que je mets. Mais quand j'ai le choix, je vais mettre une réplique en direct la plupart du temps. Ok. Il me semblait que j'avais une autre question à te poser, mais elle ne me revient pas, donc elle me reviendra plus tard. Comme Ben oui, disait Alphonse Allais, l'esprit de répartie, c'est ce qui te vient à l'esprit quand l'autre est reparti. Donc voilà, ça va être ça. Est-ce que tu pas de veux, problème. est-ce que tu veux dire quelque chose concernant ton actualité ou tes projets actuels? Pour faire un peu ta com aussi, tant qu'à faire? Ben oui. Ouais. Moi, je vais sortir un livre en mars, comme j'ai dit tantôt, qui, Ah, dans la collection, un roman dont vous êtes la victime. Je peux montrer. C'est mon oui, deuxième dans cette l'illustrateur, collection-là. c'est ça. Ouais, Ouais. d'accord. C'est un peu comme des romans dont vous êtes les héros, sauf un peu différent. C'est les romans dont vous êtes les héros, publiés par Gallimard, là, c'était des romans d'aventure interactifs où on lisait plusieurs paragraphes numérotés. Et à la fin d'un paragraphe, il y avait un choix qui nous amène à aller au paragraphe 269 ou aller au paragraphe 150. Ouais, Dans les romans dont vous êtes la victime, c'est vraiment plus structuré en chapitres. On va lire 3 chapitres et là, il y a 2 choix. Si vous voulez aller à gauche, allez à tel chapitre. Si vous voulez aller à droite, allez à tel chapitre. Après ça, on va relire 4-5 chapitres avec un autre choix. C'est qu'il y a peut-être de 4 à 9 choix par livre, je dirais environ. Là. Ça dépend de ce que les auteurs voulaient faire. Et c'est des livres d'horreur. C'est des livres thriller, horreur. Il y en a beaucoup. Il y en a 5 de sortie déjà par mes collègues L.P. Sicard, Sylvain Johnson, Vic Verdier et Jean-François Vinet. Moi, ça va être mon deuxième là, que je sors, qui va s'appeler Hanté. Comme je dit tantôt, il y a une partie qui va se passer au Mexique, une partie qui va se passer au Québec. C'est un voyage dans un tout inclus qui vire très mal. Ça va peut-être donner le goût aux gens d'aller en voyage quand la pandémie va finir, mais bon, ça, ça ne sera pas de ma faute. Ça, c'est dans la fiction, ça s'en vient dans peut-être quelques semaines là, seulement. Là. On m'a dit fin mars là, que ça allait sortir. Sinon, récemment, j'ai publié aussi, parce que je publie des guides pour les auteurs, des guides oui, de perfectionnement. absolument. Là. J'ai vu ça en ligne, oui. Puis récemment, j'ai sorti celui-là, Sans truc pour voir vos romans, qui est sorti en 2020, qui raconte des trucs pour quand on est un auteur et on a un livre de sortie ou quand on va en sortir un bientôt, comment faire pour sortir de l'ombre, parce qu'il y a beaucoup de compétition, j'aime pas ce mot-là, mais de compétition sur le Oui, marché oui. du livre, beaucoup sur le plan anglophone, mais beaucoup aussi dans le marché francophone. Et j'ai comme trop vu d'auteurs qui ont travaillé d'arrache-pied sur des livres pendant des années, qui l'ont sorti et qui l'ont laissé aller tout seul. Et le livre, à cause de ça, il était un peu passé dans le beurre. Il n'est pas tombé entre les bonnes mains. Il n'y a pas eu des critiques qu'il méritait. Et finalement, après 3 mois, le livre est tombé complètement dans l'ombre. Il y a eu d'autres nouveautés qui sont arrivées en librairie. Et je ne dis pas que c'est des années de travail gâchées parce que le livre, c'est un très beau produit. C'est une réalisation culturelle quand même, mais il n'y a pas eu la visibilité qu'il aurait mérité. Dans ce livre-là, je vais montrer aux auteurs, je vais donner plein de conseils et de choses à essayer, autant sur les réseaux sociaux que dans les salons du livre, dans les rencontres entre personnes. Je montre comment s'imprimer des signets, s'imprimer des cartes d'affaires, comment se faire un site web, comment monter une infolette, vraiment pour s'équiper, pour que quand notre livre va sortir, on ait ce qu'il faut pour avoir de la visibilité, pour sortir de l'ombre. Euh, c'est un peu pour aider mes collègues auteurs c'est ça, à relever ce défi-là qui est d'être vu.
bref. C'est ça. Euh, Tu avais publié une grande fiche, je me souviens, ça remonte à l'année dernière ou peut-être à l'année d'avant. ouais. Tu avais publié une grande fiche avec des conseils, j'ai beaucoup partagé ce truc-là dans les groupes Facebook et tout ça parce que je trouvais que c'était déjà bien compact et qu'il y avait déjà beaucoup de choses, beaucoup d'idées à piocher et beaucoup de trucs où se dire, tiens, oui, c'est vrai, ça, j'y avais pas pensé, je vais m'y mettre. Et du coup, j'ai vu que tu avais sorti ce bouquin-là en 2020 et je me suis dit, ben, ça doit être la suite logique. Comme il a continué à creuser, il a dû trouver un tas de choses à compléter. Donc, ça doit être ça. Mais ce livre-là, il est vendu que en produit physique. Il n'est pas vendu en produit numérique. Oui, il est en numérique. On Il peut est en l'acheter numérique autant sur aussi. Kindle, Kobo. Oui, il est en numérique. Moi, je sors toujours mes livres, parce que c'est des livres auto-édités. Quand je fais des guides d'auteur, moi, je ne les envoie pas en maison d'édition. Moi, j'ai mon propre écosystème entrepreneurial. Ouais, C'est que je les sors toujours en numérique et en papier en même temps, qui sont d'accord. sortis simultanément en 2020. Papier, on peut juste le commander par Amazon pour l'instant. Je suis capable de fournir, tu sais, il y a des librairies, des cours universitaires qui le voulaient. Moi, j'en ai fourni moi-même certains, tu sais, des caisses de livres quand c'était justifiable. Mais sinon, sur Amazon, autant en France qu'au Québec, là, on peut l'acheter là-dessus. D'accord. Et c'est effectivement l'adaptation du billet de blog que j'ai fait. Je pense que c'était fin 2019 ou début 2020. Là, justement, Oui, j'avais fait un ça billet de remonte blog un qui petit peu, s'appelait ouais. 100 trucs pour faire la promotion de vos livres. C'est ça. Et c'est les meilleurs trucs. Dans le fond, j'ai pris les 100 trucs les plus intéressants là-dedans, parce que j'avais dépassé 100 trucs, là, en vérité. Là, j'étais rendu, je pense, à 109. J'ai pris les 100 meilleurs trucs et je les ai bonifiés. Je les ai allongés. Et ça fait en sorte que ben, le billet, il y a 10 000 mots, entre 10 000 et 15 000 mots, et le livre en a 50 000. Fait que je creuse plus profondément les trucs, je donne plus de conseils. Par exemple, quand il y a un truc, c'est apprenez à vous tourner en vidéo. Ben, sur mon site web, le truc apprenez à vous tourner en vidéo, je donne quelques conseils à gauche et à droite, mais dans le livre, je donne vraiment un crash course sur comment faire pour te filmer pour avoir un bon son et un bon éclairage. Fait que je montre, il faut que tu places tes lumières de même idéalement. Filme-toi pas avec le micro de ton téléphone, achète-toi un micro-cravate. Puis je dis, où est-ce que tu peux te procurer un micro-cravate? Cherche tel terme de recherche sur Amazon pour en trouver un. Je vais plus en profondeur pour que le monde puisse s'équiper, utiliser des logiciels intéressants pour faire leur promotion. Fait que je pense que si on veut avoir un aperçu de ce que le livre est, on peut aller voir l'article de blog. Mais si on veut aller en profondeur, là, on peut acheter le livre et compléter sa lecture comme ça. D'accord. OK. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la queue. Je ne sais pas si tu entends le toc, toc, toc. C'est rien. Oui, C'est la queue du chien sur le pied du bureau. C'est mon chien c'est mon chien qui vient me chercher pour jouer à la baballe. Mais c'est pas le moment. moi, c'est mon lapin qui fait ça. Mon lapin, Ah oui, quand il des se sent tout photos, seul, c'est il dommage. vient. T'as un petit lapin. Que Ouais, ouais, tu... il vient gruger les cartes de porte quand il veut l'attention. C'est ça. Ok. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, à moins que tu veuilles encore ajouter quelque chose. Profites-en. Ben, moi, ça va. Si on revient sur le sujet de la langue, si, mettons, j'avais à parler aux apprentis auteurs Oui, qui se voilà, posent par des exemple. questions, moi, je pense que c'est d'essayer d'éviter d'avoir cette obsession du français international. Je trouve il y en a beaucoup, quand ils commencent, là, ils veulent absolument écrire en français international. Je ne sais pas si c'est pour plaire aux éditeurs ou plaire aux marchés internationaux pour X, Y raison, mais le français international, premièrement, moi, je pense que ça n'existe pas. Il y a toujours une situation où il va falloir que tu fasses des choix, que tu prennes l'expression locale ou l'expression qui est la norme française, parisienne. Si tu es au Québec et ton personnage il prend le repas du midi, il va falloir que tu choisisses entre déjeuner ou dîner. Tu ne peux pas avoir un français international là-dedans. Si tu dis dîner, tu es européen. Si tu dis, Déjà, ça me pardon, fait dîner, bizarre de tu es un t'entendre dire Québécois. français international. C'est une expression que nous, on n'emploie jamais. Donc déjà, ça me fait bizarre Ah, de OK. t'entendre Ben, au parler comme Québec, on ça. emploie ça beaucoup. Ouais, Mais au tu Québec, vois on se fait souvent dire comment on est formaté en fonction de l'endroit où on vit. C'est marrant. Mais ouais. ouais, ouais. Il faut Ben, peut-être il y a bien des se poser éditeurs la qui vont question dire à un auteur. peut-être se poser la question de qui est le narrateur aussi. Ça dépend beaucoup de qui est le narrateur. Soit Ouais, si ben, évidemment. même si on a un narrateur à la troisième personne, on peut être porté à avoir un français dit international, mais il reste qu'il y a toujours des choix à faire. Ah oui. On va toujours arriver
dans une expression qui est ou bien de France ou bien du Québec. Ça arrive très souvent qu'il y a un clivage entre les expressions, il faut faire un choix. Et il y a certains éditeurs, ça, je trouve ça dommage, qui vont obliger les auteurs à avoir le français dit international, qui en réalité est le français de France. Surtout quand on parle, mettons, de livres qui vont être les livres de fantasy, qui ne sont pas campés au Québec, ou des livres de science-fiction qui sont dans un univers inventé. Quand on parle des littératures de l'imaginaire, on va souvent imposer le français international. Moi, je trouve que j'aime pas ça. Je trouve que c'est pas s'assumer en tant qu'auteur et en tant que pratiquant C'est un d'une peu certaine forme de lisse, c'est un langue. peu trop lisse, c'est un peu trop plate, peut-être, comme tu Oui, ça disais. fait des textes beige. Ça fait un truc, voilà, ça dit pas son nom, quoi. C'est pas franchement, c'est pas assumer une identité. Donc, Ouais. Ça pourrait être sujet à débat beaucoup parce que je sais qu'il y en a qui tiennent mordicus à ce que les livres de l'imaginaire qui ne sont pas campés dans une région spécifique, là, ils veulent que ce soit en français international, mais moi, je suis prêt. Mes griffes sortent quand j'entends ça. ouais. J'ai eu un auteur, alors c'était pas du Québec, hein, mais j'ai un auteur qui m'écrit souvent, qui est un monsieur qui a dû vivre en Algérie et qui écrit avec des personnages qui sont en France, des immigrés français, et donc il écrit des dialogues, il écrit très bien d'ailleurs. Et il commence à citer le dialogue quand c'est le monsieur algérien qui parle. Il parle avec l'accent, donc il écrit l'accent avec ce qu'on peut entendre d'un accent algérien. Et ensuite, entre parenthèses, il met la traduction en français. Et du coup, ça fait des dialogues qui sont super longs, super lourds, impossibles à lire. Et en fait, de traduire, j'essaye de lui dire que plus il va essayer de traduire, et moins on va comprendre ce qu'il veut dire, en fait. Parce que c'est impossible de rentrer dans la narration. On est toujours en train d'être dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors, et on ne suit pas ce qui se passe, en fait. On n'est plus auprès du texte. Ouais. Ça serait de travailler ce genre de texte-là avec un directeur littéraire, parce que là, il y a des choix à faire. Est-ce qu'on garde ça? Est-ce qu'on ajuste le niveau d'accent local pour se faire comprendre plus facilement, pour qu'on n'ait pas besoin de mettre ces phrases-là en parenthèse? Est-ce qu'il y a moyen de le faire deviner par le contexte? Est-ce que, je ne sais pas, il y a plusieurs solutions à ce genre de choses-là, mais C'est tout à fait de, possible de parce mettre une traduction. on comprendrait très bien l'accent puisque c'est pas, il parle pas en algérien, il parle en français avec un accent algérien et en fait on l'a dans l'oreille cet accent, on le connaît un peu, hein, l'accent maghrébin, nous on l'a dans l'oreille, donc on pourrait très bien comprendre. Mais c'est le problème de l'auteur qui lui estime n'être pas légitime d'écrire Ah, seulement OK. dans cette langue-là, tu vois, avec cet accent-là. En même temps, il veut Ben, témoigner de l'accent, mais il estime que ça suffit pas, c'est pas bien, quoi. Alors que si, ça c'est suffit. peut-être ça aussi, un syndrome d'insécurité linguistique, comme je parlais tantôt. C'est peut-être une autre manifestation de ça encore. Là. C'est justement de ne pas être à l'aise d'afficher son parler en se disant il faut absolument que je le traduise en ce qui est correct parce que le mien n'est pas correct. Je ne sais pas. Je n'ai pas lu ce livre-là, puis je ne connais pas l'auteur non plus. Je sais que je ne peux pas juger, mais ça pourrait être ça aussi. Ce que certains auteurs font, c'est qu'ils vont mettre un lexique au début du livre ou à la fin. Ils vont dire, mettons, dans le livre, je vais Oui, avoir un personnage qui parle l'accent de telle région ou de tel pays, et voici des expressions qui vont être couramment utilisées. Et là, il nous montre un lexique. Ça, je trouve ça super intéressant parce ça que c'est bien, ça. Ouais. ça nous renseigne sur certaines particularités du vocabulaire. Et une fois qu'on apprend ça, on n'a plus besoin de mettre les dialogues entre parenthèses parce que si on rencontre une expression ou un mot qu'on ne connaît pas, on peut se référer au lexique. Ça facilite le travail du lecteur de faire ça. Et en plus, ça va y faire apprendre des choses. Il y a la solution du lexique qui m'apparaît dans cette situation-là, peut-être préférable là, que de Ah, tout traduire chaque dialogue. carrément. Mais Oui, bon, il y a oui, plusieurs façons je pourrais lui d'aller à suggérer Rome. Là. ça, effectivement, ouais, ce serait pas mal. Ouais. Je vais y penser. Mhm. Bah, je te remercie Parce que beaucoup. j'ai lu un livre récemment. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. J'ai lu C'est le fun qu'on récemment, puisse. j'ai pensé à toi aussi parce que je suis tombée récemment dans un roman québécois que tu as peut-être lu, mais peut-être pas.
C'est la fiancée américaine d'Éric Dupont qui a fait qui a fait un tabac partout dans le monde francophone, je crois. Et j'avais été très frappée parce que il écrit tout le début du livre, hein, donc se passe au Québec. Et il écrit des situations très québécoises, des personnages hauts en couleur comme on a l'habitude d'en avoir au Québec. Mais il écrit très peu de. Il a quelques expressions, ce que tu disais au départ, il y a quelques expressions qui sont empruntées aux Québécois, mais il n'y a jamais. Il appuie jamais dessus, sauf dans certains cas, il y a quelques répliques de la mère dans le livre où là, d'un seul coup, il y a l'accent qui ressort. Et il y a qu'elle, en fait. Et non, il y a le père aussi une ou deux fois, mais dans des situations bien précises. Et d'un seul coup, tu as cet accent qui te saute au visage et tu comprends qu'en fait, il se joue quelque chose entre les deux générations, entre les deux mondes. Et c'est super Ça, c'est intéressant utile. parce que du coup, ça Ouais, sert vraiment la narration. Ça amène quelque exact. chose de plus, ça renseigne sur ce qui est en train de se jouer sans que ça soit dit. Et ça, c'est super. J'avais trouvé ça Exactement. vraiment très habile et très intéressant. Oui, ça peut montrer un clash de génération parce que nécessairement, il a refusé l'accent de ses parents s'il y a un accent différent, là, parce que souvent, ça se passe de génération en génération. Là, fait que ça montre quelque chose sur le personnage, là, ce choix-là, Oui, c'est sûr. excuse-moi, j'ai mon chien qui est en train de faire l'andouille à côté. Ah, ça y est, il a retrouvé sa balle. Elle était sous le canapé. Oh, c'est important les balles. Oui, ça montre, et c'était vraiment sur des petites choses et j'avais trouvé ça vraiment très habile. Et je m'étais dit, tiens, si un jour je dois écrire quelque chose euh, sur ce qui se passe entre deux générations, je n'oublierai pas de jouer sur le langage. Je ne sais pas de quelle manière, mais je n'oublierai pas de jouer sur le langage. Parce qu'en même temps, Ouais. ça va chercher dans le lecteur des ressorts puissants et inconscients, en fait. Et comment Ouais, dire? c'est ça. Ça permet de définir des choses de façon inconsciente. Tu sais. Il n'y a pas besoin d'expliciter dans Ouais, son livre. c'est direct. Tu sais, il voulait Il y se a pas de filtre. détacher de l'héritage parental. Non, on le sent. Quand on le Voilà. sent dans le dialogue, quand on le sent dans l'action, on embarque dans le Ouais, roman, on embarque dans ouais. l'histoire. C'est ça qui fait qu'on est plongé. Là. C'est des bonnes qualités. Puis c'est vrai que l'accent, ça peut être un outil là, qui peut amener à plein d'endroits là, pour montrer là, où est-ce que quelqu'un se situe sur l'échelle sociale, à qui il parle, comment il considère la personne à qui il parle. S'il est poli, s'il n'est pas poli, ça montre comment la relation se passe entre deux personnages. C'est un outil incroyable. Là. C'est pour ça que j'aime les dialogues dans mes livres, j'ai dit tantôt. Là, moi, je vais en mettre beaucoup parce que c'est un instrument qui permet de faire tellement de choses. C'est pas juste pour passer d'informations ou montrer ce que la personne dit. Là. C'est le langage qu'on utilise dans les dialogues, c'est un très bel instrument. Ouais, je suis d'accord. Oui, bah viens, allez, viens. Voilà, tu regardes. Oh! Voilà On le, sent l'intensité. voilà le problème. Voilà mon problème du soir, c'est le chien avec sa baballe dans la bouche. Excuse-moi. Bon, écoute, Voilà. je pense qu'on a fait à peu près le tour cette fois-ci. Je te remercie beaucoup pour ta patience et ta disponibilité. Je vais mettre cet entretien sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Séance Fiction. Donc, je mettrai, si tu veux bien m'envoyer par notre fil de Messenger le lien vers ta boutique en ligne ou des choses comme ça, je mettrai aussi dans la description pour que les gens puissent aller directement ou sur ton blog. Mais il me semble que ton blog est moins alimenté ces derniers temps, non? Il y a moins de choses dessus. Il y a moins le temps? Le blog est moins. Ben, je publie peut-être un billet par mois, plus pour annoncer des choses, mais il reste que sur mon site, je mets la liste de mes publications, mais j'ai aussi une banque de ressources d'anciens articles que j'ai écrits qui parlent de comment écrire un roman, Oui, comment envoyer un manuscrit à un éditeur, comment j'ai connais trouver un cela. éditeur. C'est que ça peut être déjà utile pas mal. Là. Je peux donner l'adresse du blog, mais l'adresse aussi de cette banque de ressources-là en particulier qui pourrait aider pas mal de monde, je pense. C'est ça. Je l'ai déjà mentionné, hein, puisque tu faisais partie des 5 blogs
que j'avais sélectionné les 5 meilleurs blogs de conseils aux écrivains, parce que justement, quand j'avais repéré ta fiche, là, ton billet qui fait 10 000 mots, là, j'avais trouvé ça vraiment excellent, donc je t'avais mis sous mon coude. Donc je pense que j'ai dû tous les lire, ces articles-là qui sont passionnants. Donc je t'ai déjà mentionné, je t'ai déjà envoyé plein de monde chez toi, mais je vais remettre les liens sous la vidéo. Je veux bien que tu me renvoies le lien direct de la partie conseil, de la partie technique. Parfait, je vais t'envoyer ça. Ça marche. Mais je te Un remercie. gros merci. Et Merci à puis, toi. je t'envoie le lien vers la vidéo dès qu'elle est en ligne. Je pense que ça sera jeudi prochain, pas jeudi dans 2 jours, parce que là, je vais publier un rendez-vous avec Julien Hirt, qui est un auteur de fantasy qui est en Suisse et avec lequel on a discuté beaucoup de l'imaginaire et dans les univers de fantasy, qui pour lui ne sont pas des univers, mais sont des décors, et c'est l'histoire qui compte et les personnages qui comptent, et tout est question de dosage. Et donc on a eu une conversation très intéressante là-dessus. Voilà, donc je vais poster ça Effectivement, jeudi, et jeudi d'après, ça sera cet entretien que nous venons de faire. parfait. Voilà. Je te Bonne remercie. fin de soirée. À toi aussi. Oui, ben bon Ouais. après-midi à toi. Quelle heure il est chez toi? 15 Ouais, heures? bien. Là, il est 1h. 1 heure? Ah 13 oui. heures. Ah, 13 heures, oui, 13 heures. Et il fait moins 25 degrés. Oh là là. Et nous, Ouais, plein soleil, mais moins 20. et nous, il fait Fait que plus de c'est nous, il très fait plus de givré dans la fenêtre. 25. Nous, il fait plus 25 et il est 21h59. Oui, ça va, ça fait 1 heure qu'on parle en fait. Ah, moi, pour la température, je vous envie un peu. J'habite au Québec, mais je ne suis pas un fan de l'hiver. Ah ouais, mais moi j'aimerais bien changer de temps en temps, j'en ai marre. Ça fait 30 ans que j'ai pas vu la neige, tu te rends compte, c'est pas une vie. Heureusement qu'on a une forêt quand même, hein. Je vais en envoyer un peu par la poste. Ouais, carrément, carrément. Je te remercie beaucoup. Bonne À, fin tout, de journée. à Bye. bientôt, Dominique. Merci, au revoir.